Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dont le but est l'introduction au vaste thème de la qualité. Tout d'abord, un petit rappel pour expliquer pourquoi ce sujet est abordé dans le cadre de votre projet personnel et professionnel, en complément des thèmes marketing et organisation industrielle. En premier lieu, le principal et premier outil de la qualité est bien la mesure physique. Il était par conséquent intimement lié à l'identité même de votre département. La mesure permet en effet de contrôler les atteintes de résultats et donc les écarts à un attendu. Nous verrons par la suite que ceci constitue aussi la première démarche dans les processus d'amélioration continue. Plus largement, au-delà de l'aspect contrôle, la qualité peut aussi se traduire par une manière personnelle ou collective d'agir afin d'améliorer des systèmes, des produits ou soi-même dans sa vie de tous les jours. Ainsi, je vous propose de partager cette citation de John Ruskin: « La qualité n'est jamais un accident, elle est toujours le résultat d'un effort intelligent. » Nous allons faire en premier lieu un petit tour dans le passé pour se rappeler les origines des démarches qualité. Je vous proposerai ensuite une définition de la qualité, puis introduirai la notion de satisfaction client ainsi que l'aspect normatif. Je continuerai par la présentation de quelques principes clés de la qualité, puis nous aborderons l'aspect coût et enfin nous pourrons visualiser quelques outils. On distingue une première phase et naissance du précepte qualité durant les 30 glorieuses dans le domaine industriel. On recherche à ce moment-là à fabriquer un produit conforme aux spécifications et pour cela, on déploie à grande échelle le contrôle sur l'ensemble des produits fabriqués par l'intermédiaire de mesures dimensionnelles. Nous sommes donc sur une production de masse. L'industriel Ford découpe le processus de fabrication en tâches élémentaires. Dans cette phase, on subit donc fortement le taux de rebut et les déchets engendrés par la fabrication. On franchit une étape clé au début des années 70 en introduisant la notion d'assurance qualité. On va maintenant questionner et penser l'organisation de l'entreprise de manière à contrôler et assurer la qualité finale du produit. Il est mis en place des outils et des processus tout au long de la chaîne de valeur, par exemple par l'intermédiaire des autocontrôles sur chaque poste de travail. Une nouvelle étape est franchie au début des années 2000. L'entreprise se tourne maintenant davantage vers son client, qui le place au cœur de sa réflexion. L'objectif devient la satisfaction du client. Le caractère normatif évolue au travers des normes ISO et on parle maintenant de management global de la qualité. La boucle est bouclée, l'ensemble de l'entreprise, qu'il s'agisse des services logistiques, achats ou encore ressources humaines, sont maintenant intégrés dans la démarche de management de qualité. Dans le passé, la qualité était considérée comme la caractéristique et le résultat d'un travail bien fait. Un travail de qualité était synonyme d'un résultat de qualité. Par exemple, on considérait une montre de qualité plus précise qu'une montre ordinaire. Notons que les deux répondent de la même manière à la fonctionnalité attendue de donner l'heure. Prenons l'exemple d'une Hyundai et d'une Tesla. Posez-vous la question suivante. L'un de ces deux véhicules est-il a priori plus qualitatif l'un que l'autre? Nous répondrons certainement que la Tesla est un véhicule de plus grande qualité. En fait, si nous rapportons la qualité à la réponse aux spécifications souhaitées par le client et à son exécution, le véhicule Hyundai sera peut-être devant la Tesla. Nous venons d'évoquer ici la notion de qualité perçue, qui peut être liée à une marque, mais qui n'a pas de fondement scientifique. Je vous propose la définition suivante pour caractériser la qualité. Il s'agit de la capacité pour un service, un produit, à remplir sa fonction pendant un temps prédéfini. Dans la capacité à remplir, on entend la précision, la fiabilité ou encore la robustesse du produit. La fonction est quant à elle identifiée, par exemple dans un cahier des charges ou un contrat,
et elle se rapporte à ce pourquoi le produit est conçu. L'aspect temps prédéfini insiste sur la durée de vie attendue de cette fonction. On pourra très bien illustrer cette définition en pensant par exemple à la conception d'une électrovanne destinée à un moteur d'avion dans un cas ou à un moteur de tondeuse dans l'autre cas. Pour la même fonction, le temps prédéfini attendu de bon fonctionnement ne sera pas le même. La qualité s'exprime en termes de satisfaction client. Le client est content ou non du produit ou du service qu'il vient d'acquérir. Les entreprises ont fortement développé ces dernières années les enquêtes clients qui leur permettent de connaître le niveau de satisfaction de chacun de leurs clients. Elles peuvent ainsi, au travers de questionnaires ciblés, déterminer les écarts et les opportunités d'amélioration à engager afin de s'améliorer et d'accroître la satisfaction du client. Je vous propose ici de mettre rapidement en lumière le lien fort qui existe entre coût et qualité. Basiquement, du point de vue de l'entreprise, donc de ce côté-là, les coûts peuvent se résumer par, d'une part, les coûts liés à la valeur produite, à savoir les matières premières, les coûts salariaux, les frais fixes et variables, la recherche, la logistique, enfin, tout ce qui, qu'il s'agisse d'éléments matériels ou immatériels, permet à l'entreprise de transformer une idée ou une matière première. C'est le fruit de cette transformation qui permet de créer de la valeur ajoutée. En second lieu, nous pouvons distinguer la part de coût qui est liée au gaspillage et aux pertes. La fabrication de produits et de services donne lieu dans l'entreprise immanquablement à des taux de rebut tout au long de la chaîne de valeur. Défaut d'usinage d'une pièce, erreur de nomenclature donnant lieu à des erreurs de montage, erreur de validation d'un procédé chimique donnant lieu à des pertes continues de matière durant le process, ou encore erreur de programmation d'une fonction du logiciel qui fera perdre du temps au client, mais qui sera payée par l'entreprise éditrice du logiciel. La troisième partie, constituant le coût visible indirectement par le client, est la marge. Toute entreprise a besoin de faire une marge bénéficiaire pour lui permettre d'engager des investissements matériels ou de recherche d'une part, et rémunérer ses actionnaires par exemple d'autre part. Du côté du client, donc nous sommes ici sur la partie le prix payé par le client, la donne est différente. En résumant, le montant qu'il va payer peut se distinguer en deux parties. Une première partie est la valeur qu'il perçoit, c'est-à-dire celle qui a du sens pour lui, on parle ainsi de valeur perçue. La seconde est la part de non-qualité. Effectivement, c'est une part du prix que le client ne souhaite intrinsèquement pas payer, à savoir une part de la valeur produite mais qu'il ne perçoit pas, ici. Il s'agit par exemple d'une fonction du produit dont il ne se sert pas. Et il ne souhaite pas non plus payer pour des coûts liés à des rebuts et des gaspillages ou encore participer à la rémunération des actionnaires. Vous comprendrez donc que la vision de la qualité peut être différente du point de vue du vendeur et du point de vue de l'acquéreur. L'entreprise, créatrice et vendeuse d'un bien ou d'un service, devra donc maximiser la part de valeur ajoutée en réduisant au maximum ses pertes et gaspillages et communiquer avec le client afin qu'il perçoive cette qualité. Je vous propose de garder en mémoire cette citation d'un économiste dirigeant l'entreprise, Éric du Petit-Thouars. La rentabilité est l'expression de la qualité.